Je crois savoir un des principaux sujets de réflexion de FARM concerne l'intégration des petits fermiers des pays en développement, et particulièrement de l'Afrique, à leur intégration à la chaîne de valeur. Puisqu'un des problèmes majeurs des fermiers africains, qui sont environ 50 millions, c'est qu'ils n'ont accès ni aux fournisseurs d'intrants, ni au marché. Et donc leur prospérité et la prospérité des économies africaines dépend de l'intégration de ces fermiers à la chaîne de valeur. Alors j'aimerais bien savoir où vous en êtes de votre réflexion sur ce sujet et si vous pensez que l'Afrique progresse dans la bonne direction ou s'il y a des obstacles surmontables. Alors la fondation FARM c'est Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, s'intéresse effectivement de très près à la question des chaînes de valeur ou des filières agroalimentaires. S'intéresse de très près puisque la promotion ou l'élaboration de filières performantes, durables et respectueuses des intérêts des producteurs, c'est exactement la terminologie qui est inscrite dans les statuts de FARM, qui a été créé il y a une douzaine d'années par quelques entreprises du secteur privé, et puis par l'AFD également, l'Agence française de développement. Donc oui, nous pensons effectivement qu'il est très important que les agriculteurs puissent s'insérer dans des chaînes de valeur, comme disent les anglophones, des filières, comme disent les francophones, qui, comme vous l'avez très bien dit très rapidement, leur permettent à la fois d'agir à l'amont de la production agricole, sur les intrants, mais également en matière de financement, matière de conseil, et également au niveau de l'aval, puisque finalement l'aval donne accès au marché. Donc on peut penser que dans un contexte politique qui est généralement, pour aller très vite, celui des pays africains, lequel des États plutôt faibles, avec des frontières qui assurent une protection relativement faible aussi, en tout cas par rapport à nos standards, à nous Européens, historiquement, ce qu'on a connu, le rôle de l'aval est prépondérant. Il est prépondérant pour donner l'accès au marché, pour finalement tirer l'ensemble, tirer les producteurs vers le marché, piloter en quelque sorte la production agricole. Dire ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que les producteurs ou que les organisations de producteurs ont un rôle secondaire. C'est simplement reconnaître que l'impulsion vient, probablement d'abord du secteur aval. Bien sûr que les producteurs, par définition, participent à la création de valeur, et les organisations de producteurs vont être particulièrement importantes, peut-être pour la répartition de cette valeur créée. Donc si on raisonne d'après nos standards français, on aura tendance, c'est ce qu'on fait à FARM, à mettre l'accent sur les organisations de producteurs, entendu au sens le plus large, qu'elles soient coopératives directement ou pas. Il y a bien différents statuts qui sont plus ou moins coopératifs. Mais l'idée est là. L'idée, c'est que les producteurs puissent peser finalement face aux entreprises d'amont pour leurs achats, face aux entreprises d'aval pour la vente de leurs produits, pour finalement récupérer une part suffisante de la valeur créée au sein des filières. Ça, c'est effectivement, je dirais, le constat initial, c'est la raison d'être, peut-être même une bonne raison d'être de la Fondation, c'est en tout cas la raison d'être du colloque que l'on organise, qui est précisément sur les aspects de contractualisation, qui des filières dit relation entre acteurs. Quel est le meilleur moyen d'assurer la relation entre acteurs? Ce sont des contrats qui, à certaines conditions, vont permettre précisément aux producteurs de tirer parti, de pouvoir à la fois exprimer leur potentiel de production, de l'améliorer, mais également donc de tirer parti de la valeur, disons, de prix, peut-être un petit peu plus stable, en tout cas de prix connus à l'avance, et d'une manière générale de conditions de production au sens large et de commercialisation plus intéressante que s'il n'y avait pas ces filières-là. Mais où va l'Afrique de ce point de vue? Alors, si on regarde les choses toujours par le prisme filière, qui est probablement un bon indicateur pour essayer de répondre à cette vaste question, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les filières sont surtout développées dans les secteurs d'exportation, pour des raisons historiques, traditionnelles, qui nous renvoient au temps des colonies pour une bonne partie de la question. Café, cacao, thé,
coton. Donc dans ces filières-là, pour ces productions-là, les filières sont en général organisées plus ou moins bien, plus ou moins efficaces, mais elles le sont. Et de manière, voilà, continuent à se perfectionner, à s'améliorer. On peut toujours évidemment renforcer les choses, mais fondamentalement, la construction est là. Le véritable enjeu, en fait, se situe dans les productions qu'on qualifie parfois, à tort ou à raison, de vivrières, ou en tout cas qui n'ont pas d'intérêt marqué particulier pour l'exportation, et qui, elles, effectivement, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas en filière, ou connaissent assez mal, en tout cas, cette organisation de filière. Donc là, l'enjeu, c'est véritablement de construire ces filières dans des conditions à peu près équitables, comme on le disait tout à l'heure. Alors, où ça en est de ce point de vue-là ? Il y a différentes approches, différentes réponses possibles, et je m'empresse d'ajouter que ça fait partie du débat, d'ailleurs, qu'on aura demain dans le colloque. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En fait, tout récemment, il y a quelques années, en gros, disons, depuis les années 2007-2008, ou ce qu'on appelait la crise alimentaire, les émeutes de la faim, les prix qui se sont envolés, on fait prendre conscience au gouvernement qu'il fallait réagir. Beaucoup de ces pays africains délaissaient leur agriculture depuis des années et des années. Les prix montent, ils se rendent compte qu'ils sont extrêmement dépendants des marchés internationaux et que donc ils doivent s'appuyer, ils souhaitent en tout cas s'appuyer sur une production nationale plus importante. À cette considération-là s'ajoutent d'autres considérations, celle d'une prise de conscience au niveau international peut-être plus forte qu'auparavant de la lutte contre la pauvreté, de la création d'emplois. Mais finalement, quand on regarde les perspectives démographiques en Afrique, on en parle depuis récemment, alors même qu'on sait depuis un moment que ce Big Bang va arriver, va se produire. Je fais allusion à ce doublement de la population africaine d'ici 2050. Les filières agroalimentaires doivent évidemment jouer leur rôle dans la création d'emplois. Donc on est il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de gouvernements on dit finalement, nous, on manque de moyens, et de toute façon, ce n'est pas véritablement forcément notre rôle que véritablement d'agir dans ce qui relève d'abord de questions économiques, au fond. Et donc, depuis quelques années, un certain nombre de projets, de programmes ont été lancés qui visent à quoi ? Qui visent à attirer l'investissement privé dans l'agriculture et l'agroalimentaire, dont on peut a priori tout à fait se réjouir, parce que jusqu'à présent on en manquait, d'accord ? Avec cette idée de partenariat public-privé, parce que pour attirer l'investissement privé, il faut préparer le terrain, au fond, à travers l'amélioration des régimes douaniers, fiscaux, éventuellement de la propriété foncière, de la terre, ce qui d'ailleurs commence à poser problème, on le voit. Mais enfin, préparer le terrain, ce sont donc ces fameux partenariats public-privé, PPP. Et un certain nombre de projets ont été lancés qui visent à attirer donc des investissements pour finalement quoi ? Travailler en contractualisation avec les agriculteurs locaux. Donc de ce point de vue-là, immédiatement, on est tenté de dire ça va dans le bon sens. Au fond, il va y avoir du capital, il va y avoir des marchés, de l'accès au marché. Les entreprises qui vont investir vont apporter les intrants et vont apporter donc de l'accès au marché. Donc sur le papier, au fond, pourquoi pas, il y a une logique qui paraît intéressante, acceptable en tout cas. Le problème commence peut-être quand on commence à regarder réellement comment tout ça est mis en œuvre. Et qu'on s'aperçoit que, dans un certain nombre de cas peut-être, il reste quand même une dissymétrie très forte, persistante entre les producteurs et les entreprises qui viennent investir. Et la question la plus sensible est probablement celle du foncier. C'est-à-dire que sur le papier, au fond, quand vous dites de l'investissement, de la contractualisation, ça ne pose pas de problème, encore une fois, ça va plutôt dans le bon sens. Ajouter la question foncière, ça devient explosif. Ajouter la question foncière, ça veut dire quoi ? À tort ou à raison, les gouvernements constatent ou pensent que dans telle ou telle région, portion du territoire, il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'hectares qui ne sont pas exploités. Et finalement se disent, sur ces 50 000 ou 10 000 ou 50 000, peu importe, on va faire quoi ? C'est là que les difficultés commencent. Soit on réserve tout aux exploitants familiaux parce que tous le sont, pratiquement, c'est pas
forcément une volonté qu'ils soient familiaux, ils le sont, c'est un constat. Et ce surcroît de terre ira en la faveur des exploitants familiaux, soit on réserve une portion, qui peut être majoritaire selon le cas, à des investisseurs externes qui vont pouvoir à ce moment-là s'installer. Et la question immédiatement, c'est que vont faire ces investisseurs? Est-ce que ces investisseurs viennent pour produire, moyennant quoi en montant des plutôt grandes exploitations agricoles avec des salariés? Ou bien, enfin, par contraste avec donc la situation de contractualisation où l'investisseur se contente en quelque sorte d'être dans l'amont fourniture d'intrants, conseils et autres, dans l'aval accès au marché, et au fond ne touche pas directement à la production. Alors, voilà, on rencontre en réalité différents cas de figure. C'est pour ça qu'il est difficile de porter un jugement soit positif, soit négatif pour l'ensemble de ces projets, puisqu'il y a des éléments qui, à notre avis en tout cas, vont plutôt dans le bon sens, et d'autres qui sont contestables, voire peut-être carrément dangereux politiquement, économiquement, socialement. Et au fond, voilà, ça se joue au cas par cas. Tel gouvernement va être tenté d'accorder une grande partie des nouvelles terres inexploitées ou soi-disant inexploitées, parce que on peut discuter. Parfois, les terres qui semblent inexploitées sont en réalité des parcours d'élevage ou servent encore à d'autres utilisations. Bref, mais supposons-le. Ou bien, voilà, joue la carte véritablement producteurs, exploitants locaux, avec comme objectif finalement de rendre ces exploitations-là, locales, plus performantes et plus intégrées effectivement dans les chaînes de valeur. Différents cas de figure, différents problèmes. C'est dans la dernière table ronde que l'on débattra de ces questions-là.